Le leadership est l'une des questions les plus compliquées aujourd'hui dans le monde entrepreneurial. Alors elle est particulièrement compliquée en France, qui est un pays dans lequel les études sur le leadership sont très peu nombreuses et la réflexion sur le leadership est relativement légère. Si on met de côté les militaires, avec une préoccupation permanente de leur côté de réfléchir à la question du leadership, dans la vie entrepreneuriale, les écrits en français sont rares. Il y a en revanche une grande culture du leadership aux États-Unis, du côté militaire avec des travaux extrêmement importants, mais du côté entrepreneurial, depuis les années 30 avec l'ouvrage de Barnard sur le leadership et sur finalement les fonctions du leader. Le leadership est quelque chose d'extrêmement compliqué parce qu'il est au croisement d'une multitude de postures. Il y a incontestablement une posture politique, c'est-à-dire que le leader est responsable d'un groupe devant d'autres groupes. Il y a une posture culturelle, pour ne pas dire sociologique. Et il est très clair que les relations de pouvoir, les relations de commandement sont extrêmement liées à la façon dont une société s'organise. Hofstede, dans les années 80, a fait une étude extrêmement lourde sur de nombreux pays du monde où il a calculé ce qu'on appelle la power distance, c'est-à-dire la capacité des gens à parler avec leur patron, avec leurs responsables. Et il a vu que cette distance était très variable d'un pays à l'autre. Les pays à forte distance sont des pays plutôt féodaux, les pays à faible distance sont des pays à organisation plus réticulaire, un peu plus réseau. Quand on a parlé des sciences politiques, quand on a parlé de la culture, il y a évidemment des données psychologiques. Incontestablement, les relations dans un groupe vont dépendre de l'état du groupe à un moment donné, mais également de l'état du leader. Enfin, il y a tout un côté moral et éthique. Une société bouge, un groupe se transforme, et donc la façon d'envisager le futur et de gérer un certain nombre de valeurs est déterminant. Il y a donc deux façons de regarder le leadership en première approche. Une approche historique pour essayer de voir depuis les origines ce qui a été écrit sur ce sujet, et une approche plus transversale qui considérerait aujourd'hui les grands mouvements culturels et qui verrait un petit peu comment les choses se font. Si on prend l'histoire, pour marquer de quelques repères importants l'histoire du leadership, on pourrait dire que c'est un sujet qui, contrairement au management, qui est une réflexion très nouvelle du XIXe siècle, a commencé très tôt. Dans l'écriture, donc dans l'histoire, le premier ouvrage de leadership a été écrit 1897 ans à peu près avant Jésus-Christ, par le grand vizir Rekhmiré, grand vizir égyptien. Il décrit les devoirs du vizir, c'est un ouvrage remarquable, traduit en anglais, et qui avait été sculpté dans la tombe du vizir en question, donc on a tous les éléments. On reviendra sur le contenu de cet ouvrage, qui mérite d'être regardé aujourd'hui pour ses leçons fondamentales. Il y a eu bien sûr les écrits des stratèges qui ont parlé du général. On a évoqué en stratégie la parole de Sun Bin. Le plus grand défaut du général, c'est de se croire capable et de ne pas l'être. Il y a eu ensuite toute une littérature qu'on appelle les miroirs des princes. Les miroirs des princes, c'est une littérature qui est consacrée à expliquer en général au roi quels sont ses devoirs. Dans l'environnement chrétien du monde occidental, le roi est responsable devant Dieu du salut de ses sujets. Et donc le miroir du prince dit au roi ce qu'il convient qu'il fasse pour être garant de ce salut.
Et puis, il y a eu ensuite des recherches, je dirais, qui sont sorties du champ de la philosophie ou des sciences politiques. Et c'est là où sont apparues des écoles aux États-Unis, puis en Europe. Globalement, si on regarde ce qui se passe aujourd'hui, deux mondes culturels s'affrontent et un certain nombre d'autres mondes les challengent. Le monde américain a une approche philosophique pragmatique et une approche psychologique comportementaliste. Ces deux notions sont essentielles et sont à l'origine de nombreuses mésententes entre le monde occidental et le monde anglo-saxon. Le pragmatisme veut dire que finalement, si quelque chose ne marche pas, on essaiera facilement autre chose. Et l'approche comportementaliste liée au pragmatisme veut que quand quelque chose doit se faire, il doit se faire non pas en fonction de valeurs ultimes, mais du bien général. Évidemment, une simplification excessive, mais qui donne quand même une bonne idée de ce qui se passe dans le courant américain. En Occident, qui a été très marqué par la philosophie de Kant, l'homme est responsable de son salut, il doit l'assurer, et donc l'œuvre est moins importante que la morale et l'éthique qui entourent cette œuvre. On va donc dire, par exemple, qu'un crime sera moins grave s'il a entraîné la mort sans intention de la donner. Là où un pragmatique dirait, finalement, un mort, c'est un mort. On voit donc que ces deux approches, l'une, on peut dire, qui correspond à l'approche anciennement chrétienne et telle qu'elle se repère aujourd'hui dans le monde catholique, l'autre dans le monde anglo-saxon, qui correspond à une approche beaucoup plus protestante, voire calviniste, où les gens sont soumis à ce qu'on appelle la double prédestination, c'est-à-dire que leur salut est déjà décidé de la même façon, s'il y a perte, que leur perte. Et donc, si le salut est déjà décidé, on voit bien que les œuvres ne sont pas des éléments qui permettent d'assurer son salut, mais ce sont des choses qui permettent de vivre ensemble. À partir de là, la littérature sur le leadership a eu une grande tendance au comportementalisme dans le monde anglo-saxon. Et dans le monde occidental, elle est peu présente parce qu'au fond, nous considérons que l'organisation féodale qui est à l'origine du monde occidental fait que le statut de leader est un statut inné. On voit encore, et ça m'a été dit récemment par des grands patrons de très grands groupes français, finalement, on ne devient pas leader, on est leader. Alors, naître leader, c'est quelque chose qui est extrêmement faux, c'est contraire à toutes les idées que nous pouvons avoir sur la plasticité cérébrale. Mais bien sûr, et les approches psychanalytiques tenteront de le montrer, il y a une corrélation entre la capacité au leadership d'un adulte et ce qu'il a pu vivre dans son enfance. C'est l'évidence même en raison de ce problème de plasticité cérébrale. On voit donc que parler du leadership, c'est accepter un regard sur la culture d'un pays, sur finalement ce qui construit le système d'interaction de ce pays. J'ai parlé de culture qui challenge les cultures occidentales. Il y a maintenant de très bons ouvrages sur le leadership chinois. Et le repérage des leaders en Chine se fait selon des critères qui sont tout à fait chinois. Est-ce qu'un leader va être plutôt à tendance confucianiste? Et là, le confucianisme dit qu'on vit par la qualité de ses études, par la qualité de la morale qu'on est capable de faire partager au peuple. Et donc cette vision du confucianisme donne un leader, je dirais, appliqué. Le leader taoïste sera beaucoup plus un leader qui est dans le champ des équilibres. Nous retrouvons là exactement la structure qui existe en stratégie. Et nous avons vu dans les enregistrements sur la stratégie que finalement la stratégie, une OPA a eu lieu sur la stratégie par les taoïstes. Le bouddhiste, quant à lui, va travailler énormément sur lui-même, va favoriser le développement des arts martiaux, et on aura un mode de leadership extrêmement différent, puisqu'il est, je dirais, centré sur l'individu. Il ne faut pas oublier qu'il y a une quatrième forme de leadership très prégnante en Chine, issue d'un courant minoritaire à l'origine, le légisme, mais qui est finalement un courant extrêmement pratique au sens politique du terme,
C'est-à-dire que le courant légiste dit le leader se doit de récompenser le peuple quand il fait des choses positives et il se doit de le punir très violemment quand il fait des choses négatives. On voit qu'à partir de là, on aurait pu regarder les sources culturelles moyen-orientales, ce qu'on voit au Moyen-Orient, qui a bénéficié également d'une littérature comme Le Miroir des Princes, c'est que le sens de l'honneur devient fondamental et que le leader est celui capable finalement de garder son honneur intact dans toutes les circonstances. Voilà donc dans ce panorama à marche forcée, à travers l'histoire et les cultures du leadership. En ce qui nous concerne maintenant, nous allons retenir deux grandes alternatives, l'alternative anglo-saxonne et l'alternative que nous appelons européenne, même si fondée sur l'interactionnisme symbolique, elle a à voir avec les écoles américaines.